Il existe, gravé dans la roche, une histoire que personne n'a jamais vue. Une histoire qui dure depuis 100 millions d'années. Silencieuse, patiente, écrite, couche après couche, dans les falaises, les canyons, les déserts. Une histoire de mer qui avance et qui recule, de terres qui apparaissent et disparaissent, et de créatures extraordinaires, prises entre ces deux forces, qui tentent de survivre à un monde en perpétuel mouvement. Nous connaissons les dinosaures, nous pensons les connaître, nous imaginons leur fin, comme un coup de tonnerre venu du ciel brutal, soudain, définitif. Mais la vérité est plus complexe, plus subtile, et d'une certaine façon, plus troublante encore. Car avant l'astéroïde, avant la catastrophe finale, il y avait la mer, une mer intérieure immense, chaude, qui découpait un continent entier en deux. Une mer qui montait, qui reculait, qui fragmentait les habitats, isolait les populations, façonnait l'évolution elle-même. Une mer qui, en se retirant lentement, a fragilisé un monde que le choc cosmique n'aurait peut-être pas suffi à détruire seul. Voici l'histoire que la roche nous raconte, celle du niveau de la mer et des dinosaures, celle d'une relation complexe, intime, entre la géographie d'une planète et le destin de ses habitants. Une leçon de 100 millions d'années, enfouie sous nos pieds. Il est temps de l'écouter. Il y a 90 millions d'années, la Terre était méconnaissable. Pas de glace polaire. Des mers chaudes et peu profondes recouvraient les continents. 10 millions d'années, un monde radicalement différent du nôtre. L'Amérique du Nord n'existait pas telle que nous la connaissons. Une gigantesque mer intérieure, la Western Interior Seaway, découpait le continent en deux bandes de terre, étroites et isolées. Cette mer intérieure était chaude, peu profonde, grouillante de vie. Ammonites, mosasaures, poissons archaïques peuplaient ces eaux translucides. Un océan au cœur d'un continent. Sur ses rives occidentales, la Laramidie, une terre de forêts tropicales denses, de fougères géantes et de fleurs primitives. Le paradis des dinosaures herbivores. Sous la surface de cette mer intérieure, une vie extraordinaire s'épanouissait. Des reptiles marins colossaux côtoyaient des bancs de poissons ancestraux dans ces eaux baignées de soleil. Tout commence dans les profondeurs de la Terre. L'activité des dorsales océaniques pousse le plancher marin vers le haut, déplaçant l'eau des océans directement sur les continents. Pendant des millions d'années, le niveau des mers ne cessa de monter. Les plateaux continentaux disparaissaient lentement sous les eaux, transformant la géographie de la planète entière. L'atmosphère du Crétacé contenait 2 à 4 fois plus de CO2 qu'aujourd'hui. Cette serre naturelle maintenait une chaleur uniforme, des tropiques jusqu'aux pôles. Donc, la mer de Tétis s'étendait de ce qui deviendrait l'Europe jusqu'à l'Asie. Un océan chaud et tropical, habité par des créatures que nulle imagination moderne ne saurait inventer. Au pic du Crétacé, le niveau des mers dépassait d'environ 170 mètres le niveau actuel. Les continents ressemblaient à des archipels perdus dans un océan mondial. Ces falaises de craie blanche sont les archives de la mer Crétacée. Chaque mètre de roche représente des millions d'années de sédimentation, dans des eaux qui recouvraient alors l'Europe entière. Les deltas fluviaux constituaient des zones de transition cruciales. Là où la rivière rencontrait la mer, la vie explosait en une diversité extraordinaire de formes et d'espèces. À l'ouest de la Laramidie se dressait la chaîne de Sevier. Ces montagnes naissantes allaient jouer un rôle déterminant dans le destin des dinosaures qui vivaient à leurs pieds. L'orogenèse laramidienne transformait lentement le paysage. Des millions de tonnes de roches se plissaient et se soulevaient, redessinant les frontières entre terre et mer. Dans les parois des canyons, les roches parlent. Ces alternances de calcaire marin et de grès terrestre enregistrent les oscillations du niveau de la mer sur des millions d'années. Les plaines d'inondation de la Laramidie étaient extraordinairement productives. Des rivières sinueuses transportaient des nutriments vers la mer, nourrissant une faune d'une richesse inégalée. L'Appalasie, à l'est de la mer intérieure, vivait dans un isolement quasi total.
depuis des dizaines de millions d'années. Sa faune de dinosaures avait évolué dans sa propre direction. D'années. 1. Imaginez la Terre il y a 85 millions d'années, puis comparez-la à aujourd'hui. Ces deux planètes partagent le même nom, mais presque rien d'autre. Les coccolithes, ces micro-organismes marins, mouraient par milliards chaque jour. Leurs minuscules coquilles calcaires s'accumulaient sur le fond marin, construisant lentement les craies du Crétacé. Des arcs volcaniques émergeaient de la mer de Thétis, créant des îles tropicales où la vie colonisait chaque nouvelle surface de roche à peine refroidie. Sur les côtes de la Laramidie, les premières plantes à fleurs côtoyaient les conifères ancestraux. Une révolution botanique en cours, silencieuse, qui allait changer la face du monde. La Laramidie n'était qu'un ruban de terre, à peine 1000 km de large. Coincée entre une mer à l'est et des montagnes à l'ouest, toute la vie devait y coexister. La Western Interior Seaway n'était pas profonde, rarement plus de 800 mètres. Mais ces eaux chaudes et peu profondes en faisaient l'un des écosystèmes marins les plus riches de l'histoire. Une transgression marine, c'est la mer qui avance. Eau, lentement, inexorablement, les eaux gagnaient du terrain sur les forêts côtières, redessinant les frontières de l'habitat terrestre. Aux Campaniens, la Laramidie était un monde d'une richesse extraordinaire. Des centaines d'espèces de dinosaures partageaient ces plaines côtières généreuses. L'âge d'or des dinosaures. Sous les océans, les dorsales médio-océaniques crachaient de la lave en continu. Cette activité souterraine était le moteur invisible qui maintenait les mers du Crétacé à des niveaux records. Les deltas fluviaux de la Laramidie laissaient leurs empreintes dans la boue. Aujourd'hui, ces sédiments préservent les traces fossiles qui nous racontent cette histoire perdue. Le climat du Crétacé favorisait une croissance végétale explosive. Dans cette chaleur humide, les forêts s'épanouissaient jusqu'au cercle polaire, nourrissant des herbivores gigantesques. Les ptérosaures régnaient sur les cieux crétacés. Des centaines d'espèces planaient au-dessus de la mer intérieure, chassant les poissons et les invertébrés dans ces eaux chaudes. La géographie de la Terre crétacée était dictée par les profondeurs. La montée et la descente du plancher océanique déterminaient quelles terres resteraient émergées et lesquelles disparaîtraient. Dans les forêts de conifères de la Laramidie, de petits tyrannosaures chassaient sous un couvert végétal dense. Ces prédateurs allaient évoluer pour devenir les rois incontestés du Crétacé tardif. Chaque grain de sédiment qui tombe au fond de la mer Crétacée est une page d'histoire. Des millions d'années d'archives géologiques, empilées, couche après couche, dans l'obscurité des profondeurs. Même le cercle arctique connaissait une forêt tempérée au Crétacé. Des hadrosaures migraient jusqu'à ces latitudes extrêmes pour profiter des longues journées d'été polaire. Regardez ce continent coupé en deux par une mer intérieure. Cette cicatrice géologique allait conditionner l'évolution de milliers d'espèces pendant 40 millions d'années. Les plages de la mer intérieure portaient les traces de deux mondes. Les coquilles marines et les os de dinosaures se côtoyaient dans les mêmes sédiments, témoins d'une frontière vivante. La chaleur du Crétacé n'était pas uniforme, mais elle était universelle. De l'équateur au pôle, la vie prospérait dans un monde sans les extrêmes climatiques que nous connaissons aujourd'hui. Les volcans du Crétacé libéraient des quantités colossales de CO2. Ces éruptions contribuaient à maintenir l'effet de serre qui gardait les océans chauds et les mers à des niveaux élevés. Dans chaque ammonite fossile dort la mémoire d'un océan disparu. Ces créatures en spirale peuplaient la Western Interior Seaway par milliards, rois d'une mer, aujourd'hui évanouis. Les lacs et méandres abandonnés de la Laramidie formaient des refuges écologiques précieux. Ces zones humides intérieures abritaient une faune distincte de la grande plaine côtière. Sur 100 millions d'années, le niveau des mers a monté et descendu de centaines de mètres. Cette oscillation géologique lente a façonné et défait des écosystèmes entiers, espèce après espèce. La mangrove crétacée formait une zone tampon vivante entre terre et mer. Cet écotone, extraordinairement productif, abritait une faune unique, adaptée à vivre entre deux mondes.
Le sol de la Laramidie était d'une richesse extraordinaire. Nourri par les sédiments fluviaux et les apports marins, il supportait une végétation d'une productivité sans équivalent. La Formation 2 Medicine dans le Montana actuel est une fenêtre ouverte sur la Laramidie campanienne. C'est ici que Jack Horner allait faire l'une des découvertes paléontologiques du siècle. À l'aube sur la Western Interior Seaway, des oiseaux primitifs plongeaient dans les eaux fumantes. Ces hespérornithes, dinosaures à plumes incapables de voler, pêchaient comme des pingouins crétacés. Les plaques tectoniques du Crétacé étaient en mouvement constant. L'Inde fonçait vers l'Asie. L'Atlantique s'ouvrait. Cette danse des continents sculptait les mers et les terres habitées par les dinosaures. Les estuaires crétacés étaient parmi les écosystèmes les plus riches de la planète. Requins, raies, tortues et hadrosaures se côtoyaient dans ces zones de mélange entre eau douce et eau salée. Ces empreintes fossilisées dans la roche mudstone sont les signatures d'animaux vivants. Un théropode qui marchait vers la mer Crétacée il y a 80 millions d'années, immortalisé dans la pierre, Nakliga. L'Europe Crétacée n'était pas un continent, mais un archipel. Des îles tropicales séparées par des eaux chaudes peu profondes, chacune développant sa propre faune de dinosaures insulaires. Au coucher du soleil sur la mer intérieure, le monde Crétacé révèle toute sa beauté. Un paysage d'une richesse et d'une diversité que notre époque ne connaîtra jamais plus. Le cycle du carbone Crétacé était un équilibre complexe et fragile. Volcans, plantes, mers et sédiments échangeaient le carbone dans une ronde planétaire qui régulait le climat depuis des éons. Les premières fleurs du Crétacé étaient une révolution silencieuse. Ces angiospermes allaient progressivement remplacer les fougères et les cycades, transformant radicalement le régime alimentaire des herbivores. La formation Hell Creek, dans le Montana actuel, préserve les derniers jours du Crétacé. Bisco. Ce paysage de plaines inondables semi-arides était le théâtre du dernier acte des dinosaures non-aviens. Pour comprendre le Crétacé, imaginez que Londres et New York seraient aujourd'hui sous les eaux. C'est l'ampleur de la montée marine qui caractérisait cette période de l'histoire de la Terre. Même dans les grottes du Crétacé, l'empreinte de la mer était présente. Les niveaux des nappes phréatiques, conditionnés par le niveau marin, dessinaient des paysages souterrains disparus. Du ciel, on pouvait voir simultanément la mer intérieure, les plaines côtières et les montagnes naissantes. Trois mondes distincts, trois écosystèmes interdépendants, réunis dans ce ruban de vie laramidien. La pluie chaude et abondante du Crétacé était le moteur de la végétation luxuriante. Ces précipitations intenses alimentaient les rivières qui nourrissaient les plaines côtières où vivaient les dinosaures. Quand la mer monte, les forêts meurent. C'est une loi implacable. Les arbres noyés par les eaux salées laissent place à la mer, emportant avec eux l'habitat de milliers d'espèces terrestres. Depuis cette falaise, la vue s'étendait à l'infini sur la Western Interior Seaway. Pour un dinosaure laramidien, cette mer était l'horizon permanent de son monde, une frontière infranchissable. La chaleur du manteau terrestre est le moteur ultime de tous ces changements. C'est cette énergie profonde qui déplace les plaques, crée les dorsales et, en dernier ressort, fait monter les mers. Ce monde était vivant d'une manière que nous peinons à imaginer. Riche, complexe, interconnecté. Un écosystème planétaire fonctionnant à pleine capacité. Et tout cela allait bientôt changer. Aux Turoniens, il y a 93 millions d'années, la Western Interior Seaway atteignait son étendue maximale. L'Amérique du Nord était définitivement coupée en deux. La grande séparation commençait. Une transgression marine ne ressemble pas à un tsunami. C'est une avancée lente, millimétrée sur des milliers d'années. Mais son impact sur les écosystèmes terrestres est tout aussi radical. Le niveau de la mer n'était pas stable au Campaniens. Il oscillait en cycles, montant et descendant sur des amplitudes de plusieurs mètres, redessinant les côtes et les habitats dinosauriens à chaque cycle. Chaque transgression réduisait la surface disponible pour les dinosaures. La plaine côtière laramidienne se rétrécissait. Les populations animales se trouvaient progressivement comprimées dans des espaces toujours plus étroits. Pour ce troupeau de hadrosaures, la mer a effacé leur route migratoire.
Là où ils passaient chaque année depuis des générations, l'eau s'étend désormais à perte de vue. Ils doivent trouver un autre chemin. Quand les eaux envahissaient une plaine basse, les arbres mouraient debout. Ces forêts noyées devenaient les archives fossiles d'une époque où la mer et la terre se disputaient chaque mètre carré. La montée des eaux créait des barrières géographiques là où il n'y en avait pas. Des populations de dinosaures jadis continues se retrouvaient soudainement coupées les unes des autres, condamnées à évoluer séparément. Ce bras de mer étroit, apparu en quelques millénaires, suffisait à tout changer. Des populations identiques hier devenaient des espèces distinctes demain. La mer était une machine à créer de la diversité. Ce cératopside appelle de l'autre côté d'un nouveau détroit. Sur l'autre rive, à peine visible dans la brume marine, ses congénères répondent. Ils ne se rencontreront plus jamais. L'évolution prend la relève. Une vallée fluviale qui met 10 000 ans à se remplir. C'est une éternité pour nous. Pour l'évolution, c'est un instant. Suffisant pour séparer deux populations et lancer deux trajectoires distinctes. Ces îles n'étaient pas des îles il y a 20 000 ans. C'étaient des collines intérieures. La transgression marine les a transformées en laboratoires évolutifs isolés, avec leur faune propre. La vicariance, c'est le processus par lequel une barrière géographique divise une espèce en deux. Répété des dizaines de fois au cours du Campanien, ce mécanisme explique l'explosion de diversité observée dans les fossiles. L'Atlantique Nord Crétacé était un océan en formation, peu profond, chaud, à peine plus large qu'une mer Méditerranée. Ses rivages accueillaient des faunes de dinosaures uniques, isolés entre les continents. Dans les mers peu profondes nouvellement créées par la transgression, les récifs coralliens prospéraient. La montée des eaux était une catastrophe pour les dinosaures, mais une aubaine pour la vie marine. Le phénomène de provincialisme dinosaurien du Campanien est spectaculaire. Le nord de la Laramidie et le sud évoluaient séparément, produisant des faunes distinctes, comme si deux continents différents coexistaient. Ces deux espèces de cératopsides se rencontrent pour la première fois depuis des millions d'années. Leurs crânes sont différents, leur collerette unique. La mer les avait séparés. La mer qui recule les réunit. Les incursions marines du Campanien divisaient la Laramidie en bassins isolés. Chaque bassin devenait un incubateur évolutif. C'est pourquoi le registre fossile campanien est d'une richesse extraordinaire. Dans un bassin isolé par la mer montante, les ressources sont finies. La pression de sélection s'intensifie. L'évolution s'accélère. Ce qui aurait pris 10 millions d'années se produit en 1 million. Comparez ces deux paysages. D'un côté, la plaine côtière reliée au grand continent, foisonnante de diversité. De l'autre, l'île nouvellement formée, plus pauvre, mais déjà en train de créer ses propres espèces. Le statisme, c'est la variation globale du niveau des mers. Pas locale, pas régionale, planétaire. Au Crétacé, ce phénomène transformait simultanément tous les continents de la Terre. Les îles européennes du Crétacé abritaient des dinosaures nains. L'insularisme avait réduit la taille des sauropodes sur plusieurs générations. Kellmer, en isolant ces populations, avait déclenché une évolution spectaculaire. Europasaurus était un sauropode nain, isolé sur une île Crétacée d'Europe du Nord. En quelques millions d'années, l'isolement insulaire avait réduit sa taille à celle d'un cheval. La mer avait sculpté cet animal. Les données fossiles sont formelles. Les pics de spéciation des dinosaures coïncident avec les hauts niveaux marins, campaniens. La mer montante était un moteur évolutif d'une puissance extraordinaire. Vue d'en haut, une transgression marine ressemble à une invasion. Les eaux avancent sur la plaine verte, inexorables. Les dinosaures reculent. La géographie se refait sous leurs pieds. La transgression ne tuait pas que les animaux terrestres. Elle transformait aussi la végétation. Des espèces halophytes remplaçaient les forêts intérieures, changeant radicalement la base alimentaire des herbivores. Ces étendues blanches de sel sont les cicatrices de bassins côtiers asséchés. La mer avance, envahit, puis se retire, laissant derrière elle des paysages stériles hostiles à toute vie terrestre. Chaque transgression campanienne ajoutait de nouvelles branches à l'arbre évolutif des dinosaures. La diversité croissait avec le niveau de la mer. Plus la mer montait, plus la vie se diversifiait. Les crues saisonnières, amplifiées par la proximité de la mer, inondaient régulièrement les plaines Laramidie. Ces événements cycliques modelaient les comportements et les migrations des grands troupeaux. Entre 83 et 74 millions d'années,
la côte laramidienne s'est déplacée de centaines de kilomètres vers l'est. Chaque mètre de roche ici représente des millénaires de cette migration côtière. Certains dinosaures pouvaient traverser les bras de mer. Ces traversées accidentelles permettaient de rares échanges génétiques entre populations isolées, ralentissant légèrement la divergence évolutive. La plaine côtière laramidienne était un mosaïque d'habitats, forêts riveraines, marécages, prairies inondables, lagunes côtières. Cette diversité d'habitats explique la richesse extraordinaire de la faune campanienne. La théorie de la biogéographie insulaire s'applique parfaitement au bassin laramidien. Moins la surface est grande, moins elle peut accueillir d'espèces. La mer montante réduisait la surface. La diversité suivait. L'eau salée est mortelle pour la plupart des plantes terrestres. Quand la transgression atteignait la forêt, les arbres mouraient rapidement, privant les herbivores de leur source alimentaire principale. Ces hadrosaures longent la nouvelle côte à la recherche d'un passage. Leur territoire ancestral a disparu sous les eaux. La pression écologique que représente cette perte d'habitat est considérable. Les hadrosaures constituaient le groupe le plus diversifié des dinosaures campaniens. Leurs crêtes spectaculaires, leur taille variée, leur régime différent. Toute cette diversité naît de l'isolement géographique créé par la mer. Quand la mer se retirait temporairement, elle créait des corridors terrestres. Des espèces longtemps séparées se rencontraient à nouveau. Ces contacts brefs laissaient des traces dans la morphologie des fossiles. La mer de Thétis était le grand océan chaud qui ceinturait la planète Crétacée. Son existence conditionnait les courants marins, le climat global, et par ricochet, le destin de tous les dinosaures. La fragmentation du Gondwana créait de nouveaux bassins océaniques. Chaque nouveau kilomètre d'océan ouvert était de l'eau empruntée au continent, de la terre qui disparaissait sous les mers. Les lagons côtiers de la Laramidie étaient des havres de paix, protégés des tempêtes, aux eaux saumâtres riches en nutriments. Ils abritaient une faune adaptée à cette zone de transition unique. Sur 10 millions d'années, la côte laramidienne a voyagé de centaines de kilomètres, comme une marée au ralenti. Chaque position de ce rivage mobile correspond à une faune de dinosaures distincte. Les carottes de sédiments marins crétacés sont des archives climatiques précieuses. Chaque couche enregistre la température de l'eau, le niveau de la mer et indirectement l'état des écosystèmes terrestres. La mer de craie du Crétacé couvrait toute l'Europe du Nord-Ouest. Ces eaux chaudes et peu profondes, riches en vie marine, étaient alimentées par les transgressions successives qui noyaient les terres européennes. Température et niveau de la mer évoluaient ensemble au Crétacé. Une planète plus chaude signifiait des océans plus chauds, plus dilatés et un niveau marin plus élevé. La physique au service de la paléontologie. Les tempêtes crétacées pouvaient projeter des vagues de plusieurs mètres au-delà de la côte normale. Ces événements extrêmes étendaient temporairement la transgression au-delà de ses limites habituelles. Vu du ciel, le dilemme des dinosaures laramidiens devient évident. Un ruban de terre précieux, coincé entre une mer qui avance et des montagnes qui s'élèvent. La pression géographique était permanente. Les fossiles ne mentent pas. Les premières apparitions de nouvelles espèces dans le registre paléontologique coïncident systématiquement avec les maxima de transgression marine campaniens. Dans la Terre, les colonies de nidification de Maiasaura nous révèlent quelque chose d'essentiel. Ces dinosaures construisaient leurs nids sur les hauteurs instinctivement, comme pour fuir une menace marine permanente. Un île volcanique nouvelle dans la mer intérieure. En quelques décennies, les plantes colonisent la roche fraîche. En quelques millénaires, un nouvel écosystème insulaire complet s'y établit. La Western Interior Seaway fonctionnait comme une pompe biologique. Elle empêchait les gènes de traverser d'est en ouest, garantissant que chaque côté évoluerait selon sa propre trajectoire pendant des millions d'années. Ces deux cératopsides se regardent à travers l'étendue d'eau qui les sépare. Ils appartiennent encore à la même espèce. Mais pour combien de temps? La mer a commencé son œuvre de séparation évolutive. L'embayment du Mississippi crétacé formait un bras de mer profond s'enfonçant dans le continent nord-américain. Les dinosaures qui vivaient dans cette presqu'île isolée
développaient leurs propres caractéristiques. La relation entre surface d'habitat et nombre d'espèces est mathématique. Réduisez la surface de moitié et vous perdez 20% des espèces. La transgression marine appliquait cette équation à l'échelle continentale. Ces os de dinosaures trouvés dans des sédiments marins racontent une histoire de transgression brutale. Les animaux emportés par les eaux avançantes étaient engloutis avec leur monde côtier disparu. L'Apalatie et la Laramidie, deux mondes séparés par la même mer pendant 30 millions d'années. Leur faune de dinosaures était si différente qu'on peine à croire qu'elles habitaient le même continent. L'arbre phylogénétique des dinosaures appalachiens et laramidiens se sépare exactement au moment de la formation de la Western Interior Seaway. La mer et l'évolution avaient signé le même contrat. La rivière en crue est le visage quotidien de la transgression marine. Ces cours d'eau gonflés par les pluies et poussés par la mer montante inondaient régulièrement les terres habitées par les dinosaures. À l'extrémité nord de la mer intérieure, les eaux arctiques froides rencontraient les eaux chaudes venues du Golfe. Cette frontière thermique créait des conditions océaniques uniques et très productives. Paradoxalement, ce sont les hauts niveaux marins qui nous ont laissé le meilleur registre fossile campanien. Plus de dépôts sédimentaires, meilleure préservation. La mer haute conservait ce qu'elle semblait menacer. Quand la mer se retirait, elle laissait derrière elle un monde transformé. Des vasières nues, des forêts mortes, puis peu à peu, une végétation pionnière. Et avec elle, de nouveaux dinosaures colonisant ces terres récupérées. La Laramidie au pic du Campagna, ce ruban de vie, comprimé entre montagnes et mers, était l'un des écosystèmes les plus extraordinaires que la Terre ait jamais porté. Et il était sur le point de tout changer. La Terre tielle. Il y a 75 millions d'années, quelque chose changea. La Western Interior Seaway commença à se retirer. Lentement d'abord, presque imperceptiblement. Mais la régression maastrichtienne était en marche. La courbe du niveau marin au maastrichtien ne ment pas. Une descente régulière, ponctuée d'oscillations secondaires, menant inexorablement vers le bas. La mer se retirait, et rien ne pouvait l'arrêter. Quand la mer recule, elle laisse derrière elle un paysage lunaire. Des vasières grises, des poissons agonisant dans les flaques résiduelles, et bientôt les premières plantes pionnières sur un sol encore salé. L'orogenèse laramidienne s'accélérait au maastrichtien. Les montagnes poussaient plus vite, soulevant la croûte continentale, forçant la mer à reculer vers l'est et vers le sud. La géologie chassait l'océan. La régression maastrichtienne pose un problème délicat aux paléontologues. Moins de bassins sédimentaires côtiers signifie moins de fossiles. La rareté des spécimens est-elle réelle ou un artefact du registre géologique? Ces nouvelles terres émergées du fond de la mer reculante étaient des déserts de sel et de boue. Il fallait des millénaires avant qu'elles deviennent des habitats viables pour les dinosaures. Les cératopsides suivaient le recul de la mer vers l'est, colonisant les nouvelles plaines. Mais quelque chose avait changé. Les bassins isolés qui avaient engendré leur diversité extraordinaire n'existaient plus. La régression effaçait les barrières géographiques créées par la transgression. Les bassins laramidiens nord et sud se reconnectaient. Et paradoxalement, cette reconnexion allait réduire la diversité des espèces. Les proto-rocheuses maastrichtiennes étaient bien plus hautes que leurs ancêtres séviriens. Leur ombre de pluie s'étendait plus loin vers l'est, asséchant des terres que la mer avait récemment abandonnées. Le monde maastrichtien était plus grand, mais plus rude. La plaine côtière s'était élargie avec le recul de la mer, mais elle était plus sèche, plus froide, plus saisonnière. Un monde qui changeait de caractère. Dans les forêts maastrichtiennes, la composition végétale changeait. Certaines espèces arboricoles disparaissaient, remplacées par d'autres. Ce changement du bas de la chaîne alimentaire allait se répercuter jusqu'en haut. Le refroidissement climatique maastrichtien et la régression marine déclinaient ensemble. Les deux courbes descendaient en parallèle. La Terre se refroidissait et s'asséchait simultanément. Un double stress pour les écosystèmes. La formation Hell Creek enregistre cette transition. Des plaines d'inondations plus sèches, des rivières plus saisonnières, des espaces ouverts entre les forêts. Un paysage en mutation, plus proche de notre monde.
La roche elle-même raconte la régression. Ce calcaire marin gris laisse progressivement place à du grès rouge terrestre. Chaque centimètre vers le haut représente une avancée de la Terre sur la mer reculante. À 70 millions d'années, la Western Interior Seaway se morcelait. Le grand corps d'eau continu se fragmentait en bassins isolés qui rapetissaient chaque millénaire. La fin de la mer intérieure approchait. La fin, la plaine côtière laramidienne, était l'habitat central des dinosaures. C'était là que vivaient les plus grandes populations, que se trouvaient les ressources les plus riches. Et c'est précisément cet habitat qui disparaissait. Les hadrosaures maastrichtiens paissaient dans un paysage plus ouvert et plus sec que celui de leurs ancêtres campaniens. Ces animaux s'adaptaient, mais chaque adaptation avait un coût et une limite. La Pallassie émergeait davantage avec le recul de la mer, mais sa faune de dinosaures, isolée depuis si longtemps, était déjà appauvrie. La nouvelle terre disponible n'allait pas combler ce déficit de diversité. Les graphes de diversité sont éloquents. Le nombre de genres de hadrosaures et de cératopsides en Amérique du Nord chute progressivement tout au long du Maastrichtien. La régression prélevait son tribut. Les rivières maastrichtiennes coulaient plus lentement, charriaient moins de sédiments. Le continent aplati par l'érosion perdait son relief. Un monde qui s'aplatissait, s'uniformisait, perdait ses niches écologiques variées. Tricératops broutait des plantes à fleurs sur une plaine ouverte maastrichtienne. Ce paysage, plus proche d'une savane que de la forêt côtière campanienne, reflétait un monde profondément transformé. Les montagnes laramidiennes créaient une ombre de pluie de plus en plus marquée. À l'est des sommets, les pluies se raréfiaient. Gagnaient du terrain sur ce qui avait été l'une des terres les plus humides du monde. À la fin du Maastrichtien, ce qui restait de la Western Interior Seaway n'était plus qu'un bassin peu profond et saumâtre dans le centre du continent. L'agonie d'une mer intérieure qui avait régné pendant 40 millions d'années. Cet ankylosaure évolue dans un paysage que ses ancêtres campaniens n'auraient pas reconnu. Plus ouvert, plus sec, moins végétalisé. L'habitat préférentiel de son groupe avait migré ou disparu avec la mer. Les mathématiques de l'extinction sont implacables. En dessous d'un certain seuil de surface d'habitat, une population n'est plus viable à long terme. La régression enfonçait ce seuil pour de plus en plus d'espèces. La Western Interior Seaway rétrécissait comme une flaque au soleil. Ce qui avait été un océan intérieur de 2000 km de large n'était plus qu'un chapelet de lacs et de marais peu profonds. La sécheresse saisonnière maastrichtienne était un phénomène nouveau pour ces écosystèmes. Les rivières s'asséchaient en été, les mares disparaissaient. Les dinosaures apprenaient à vivre avec la soif. Ligne après ligne dans le registre fossile, des espèces disparaissent. Leur dernière trace dans la roche marque la fin d'une lignée. La régression marine prélevait ses victimes discrètement, espèce après espèce. Les grandes plaines maastrichtiennes qui émergeaient du fond de la mer reculante allaient devenir, 60 millions d'années plus tard, les prairies du centre de l'Amérique du Nord. Un nouveau monde en construction. Cet os solitaire dans la roche maastrichtienne est peu, être tout ce qui reste d'une population entière. Une population trop petite pour survivre, trop isolée pour se renouveler. Un fossile qui raconte une extinction tranquille. Les incendies de forêt devenaient plus fréquents au Maastrichtien. Un climat plus sec et plus saisonnier signifiait plus de végétation desséchée et plus de foudre pour l'enflammer. Un nouveau stress écologique s'ajoutait. 3 instantanés du globe montrent une mer qui se retire, des continents qui émergent, un monde qui se transforme. Un matin maastrichtien dans Hell Creek. Le brouillard qui se lève révèle un paysage plus frais, plus gris que les matins campaniens d'autrefois. Le monde crétacé se refroidissait, saison après saison. En Europe, les îles se connectaient à mesure que la mer reculait. Les faunes insulaires, si diversifiées pendant les hauts niveaux marins, se mélangeaient. La reconnexion effaçait l'œuvre évolutive de millions d'années. La cascade écologique déclenchée par la régression suivait une logique implacable. La perte des plaines côtières affectait les herbivores. À Cat, leur déclin affectait les carnivores. L'écosystème
se simplifiait par le bas. Le fleuve érodait les anciennes couches marines maastrichtiennes, exposant des coquilles d'ammonite dans les berges. La rivière traversait littéralement le fond d'une mer disparue. Ce pachycéphalosaure, sur sa colline maastrichtienne, occupe un habitat que son groupe n'aurait jamais connu au Campaniens. La régression poussait les dinosaures vers de nouveaux environnements, plus accidentés et plus arides. Pendant que la régression marine redessinait les continents, les trappes du Decca entraient en éruption en Inde. Un deuxième stress planétaire se superposait au premier. Les dinosaures faisaient face à plusieurs fronts. L'Inde en éruption libérait dans l'atmosphère des volumes colossaux de CO2 et de soufre. Ces émissions provoquaient des perturbations climatiques qui s'ajoutaient aux effets de la régression marine en cours. 68 millions d'années. Le monde est déjà méconnaissable par rapport aux Campaniens. Plus froid, plus sec, la mer en retraite, les dinosaures en déclin, les volcans du Deccan en éruption. Et dans l'espace, un astéroïde suivait sa trajectoire. La révolution des angiospermes transformait le monde végétal maastrichtien. Ces plantes à fleurs, désormais dominantes, offraient de nouvelles ressources nutritives, mais aussi de nouveaux défis digestifs aux herbivores. La mer de craie européenne se retirait, exposant de nouvelles terres. Ces falaises blanches qui émergent des eaux sont les témoins calcaires d'une transgression que la régression efface maintenant mètre par mètre. Les deltas maastrichtiens charriaient des sédiments de plus en plus grossiers. Des montagnes qui s'érodaient plus vite remplissaient les bassins sédimentaires plus rapidement, transformant la géographie côtière. Vu du ciel, le continent nord-américain maastrichtien ressemble de plus en plus à sa configuration moderne. La Western Interior Seaway n'est plus qu'un souvenir géographique en voie d'effacement. L'analyse isotopique des dents de dinosaures maastrichtiens révèle des changements de régime alimentaire, des signatures chimiques différentes de celles des Campaniens. La faune s'adaptait à une végétation qui changeait. Cet Edmontosaurus, debout au bord d'une mare qui disparaît, illustre la réalité de son époque. L'eau devenait plus rare, plus saisonnière. Les anciens marécages côtiers n'existaient plus. La régression était un phénomène global. Sur tous les continents, simultanément, les mers épicontinentales reculaient. La Terre entière perdait ses habitats côtiers, les plus productifs au même moment. Le refroidissement maastrichtien était visible depuis l'espace, si quelqu'un avait pu l'observer. Comme un bleu se répandant doucement depuis les pôles vers l'équateur, la chaleur crétacée se retirait du monde. Dans les forêts de haute latitude, les saisons devenaient réelles pour la première fois depuis des millions d'années. Les dinosaures migrateurs devaient parcourir des distances croissantes pour trouver leur nourriture saisonnière. Les vastes plaines boueuses qui occupaient le fond de l'ancienne mer intérieure étaient un paysage étrange et désolé, qu'un monde entre deux eaux, ni marin, ni véritablement terrestre. Un no man's land géologique. Les données fossiles montrent clairement une élévation du taux d'extinction dans le million d'années précédant le bolide. La régression marine préparait le terrain pour la catastrophe finale qui allait venir. Sur les nouvelles côtes nord-africaines révélées par le recul de la Thétis, des spinosauridés tardifs chassaient le poisson. La régression créait de nouvelles opportunités, même en détruisant des habitats anciens. Ce changement de couleur dans la paroi rocheuse est l'une des transitions géologiques les plus importantes que vous puissiez voir. Du gris marin au rouge terrestre, la fin d'une mer écrite dans la pierre. Les deltas maastrichtiens charriaient des sédiments de plus en plus grossiers, et l'Amérique du Sud maastrichtienne vivait dans son propre isolement. Séparée du nord par la mer des Caraïbes, elle développait des titanosaures et des abélisauridés dans un laboratoire évolutif de taille continentale. La reconnexion des bassins laramidiens nord et sud fut paradoxalement néfaste pour la diversité. Quand les barrières tombèrent, les espèces se mélangèrent, et les moins compétitives disparurent rapidement. Le T-Rex était le seul grand prédateur de son écosystème. Là où le Campanien en avait plusieurs, le maastrichtien n'en avait qu'un. Ce monopole de prédation reflétait l'appauvrissement général d'un écosystème en déclin. La plaine de Hell Creek, vue de haut, révèle un écosystème encore beau, encore fonctionnel, mais simplifié. Moins d'espèces, moins de structures, moins de complexité. Un monde en déclin silencieux. Les données de diversité alpha, le nombre d'espèces par site, montrent une chute nette entre le Campanien et le maastrichtien. L'écosystème ne s'effondrait pas,
Il se vidait lentement, espèce après espèce. À 66 millions d'années moins 10, la Terre était déjà fragilisée. Plus froide, plus sèche, la mer reculée, la diversité réduite, les volcans du Deccan en éruption. Un monde préparé pour le choc final. Du Deccan, ce coucher de soleil sur les plaines de Hell Creek est d'une beauté poignante. Le T-Rex sur la crête, le troupeau de Triceratops en contrebas, la rivière au loin. Un monde magnifique, mais dont le temps était compté. Les hadrosaures étaient les enfants de la mer intérieure. Toute leur biologie, leur comportement, leur migration étaient construits autour des richesses de la plaine côtière laramidienne. La crête creuse du Parasaurolophus n'était pas qu'un ornement. C'était un instrument de communication acoustique complexe, né dans l'isolement d'un bassin laramidien séparé par la mer montante. Parasaurolophus, Corythosaurus, Edmontosaurus, chaque crête raconte une histoire d'isolement. Chaque forme unique, chaque couleur différente, chaque son produit, la signature évolutive d'une population séparée par les eaux. Ces méga-troupeaux de la plaine campanienne n'auraient pas pu exister sans l'abondance des ressources côtières. Des milliers d'individus en un seul troupeau. La preuve de la productivité extraordinaire de cet écosystème. La collerette du cératopsidé n'était pas qu'une protection. C'était un signal visuel. Dans un monde où des milliers d'individus d'espèces voisines se côtoyaient, reconnaître les siens était une question de survie reproductive. En moins de 10 millions d'années, une seule espèce ancestrale de cératopsidés avait engendré des dizaines d'espèces distinctes. La transgression marine campanienne était la machine à diversité la plus efficace jamais connue. La collerette de Chasmosaurus, avec ses motifs de peau uniques, était la carte d'identité de cette espèce. Née dans l'isolement d'un bassin laramidien, cette beauté évolutive n'aurait jamais existé sans la mer. La colonie de nidification était organisée verticalement sur la pente côtière. Les nids les plus hauts, à l'abri des crues, appartenaient aux espèces les plus dominantes. L'écologie de la transgression codifiée dans le comportement. Les hadrosaures étaient de grands migrateurs. Leurs routes annuelles suivaient le mouvement saisonnier de la végétation côtière, conditionnée elle-même par les oscillations régulières du niveau de la mer. Les hadrosaures nageaient parfaitement. Cette capacité n'était pas un accident. Elle répondait à la nécessité de traverser les bras de mer créés par les transgressions pour accéder à de nouveaux territoires d'alimentation. Les tyrannosaures laramidiens maintenaient des territoires, dont les limites coïncidaient souvent avec les frontières naturelles, créées par les incursions de la mer basse. La géographie marine organisait même le comportement des prédateurs. L'évolution des tyrannosaures suivit pas à pas les changements du niveau marin. De nouvelles espèces apparaissaient dans chaque bassin, isolées par la mer. La phylogénie des tyrannosaures est un registre de la transgression. Les Albertosaurus chassaient peu, être en meute. Ce comportement coopératif, rare chez les grands reptiles, aurait pu évoluer dans les conditions particulières du bassin laramidien nord, isolé par la mer. La coexistence de multiples espèces de tyrannosaures dans la Laramidie campanienne est stupéfiante. Cette diversité de prédateurs de grand format n'était possible que grâce à la richesse extrême de l'écosystème côtier. La mer intérieure fertilisait indirectement les plaines côtières. La mer intérieure, les nutriments marins enrichissaient les deltas, qui enrichissaient les plaines, qui nourrissaient les herbivores, qui nourrissaient les carnivores. L'armure de l'ankylosaure est l'une des structures défensives les plus remarquables de l'histoire de la vie. Cette évolution extraordinaire fut rendue possible par la richesse et la complexité de l'écosystème côtier campanien, la massue caudale contre le tyrannosaure. Ce duel évolutif, cette course aux armements entre proies et prédateurs, était le fruit de millions d'années de coévolution dans le riche écosystème des plaines côtières laramidie. Les ankylosaures appalachiens et laramidiens avaient développé des solutions similaires à des problèmes identiques. Séparés par la mer pendant des millions d'années, ils convergeaient vers les mêmes formes défensives. Le bec du hadrosaure était un chef-d'œuvre d'adaptation. Capable de broyer les tiges dures des plantes côtières, il permettait à ces animaux d'exploiter une végétation que d'autres herbivores ne pouvaient pas utiliser. La coexistence de plusieurs dizaines d'espèces d'herbivores sur la même plaine côtière
exigeait un partage précis des ressources. Chaque espèce avait sa niche alimentaire, sa strate végétale, sa zone d'alimentation préférée. Les analyses isotopiques des dents fossiles nous révèlent ce que mangeaient les dinosaures campaniens. Une diversité de régimes alimentaires qui reflète la richesse floristique extraordinaire de la plaine côtière laramidienne. Des milliers de nids de Maiasaura sur une même pente côtière. Cette nidification coloniale massive répondait à une double pression. La menace des prédateurs et le risque constant d'inondation par la mer montante. Les Maiasaura nourrissaient leurs petits pendant des semaines. Ce comportement parental élaboré, comparable à celui des oiseaux modernes, était une adaptation à la fragilité des jeunes dans un habitat côtier instable. La grande taille des hadrosaures et des cératopsides maastrichtiens était à la fois leur force et leur vulnérabilité. Elle les rendait compétitifs pour les ressources, mais exigeait des surfaces d'habitat très étendues pour survivre. Quetzalcoatl nordstomi, avec ses 10 mètres d'envergure, était le plus grand être volant de l'histoire. Ce géant du ciel maastrichtien avait adapté son comportement terrestre à mesure que la mer se retirait loin de son habitat. Vu de haut, Quetzalcoatlus dominait un paysage que ses ancêtres côtiers n'auraient pas reconnu. La mer avait reculé. Le monde de ce géant ailé s'était transformé, et lui s'était transformé avec elle. Pendant que les grands dinosaures déclinaient, les oiseaux crétacés diversifiaient leurs espèces et leurs comportements. Ces petits dinosaures à plumes occupaient des niches côtières qui allaient s'avérer cruciales pour leur survie. Ichthyornis plongeait dans la Western Interior Seaway avec la précision d'un fou de bassin. Ces oiseaux primitifs avaient encore des dents, mais nageaient comme des professionnels. Leur mode de vie côtier allait les sauver. Les lagons côtiers campaniens hébergeaient des écosystèmes complets en miniature. Petits ornithischiens, crocodiliens, mammifères insectivores, invertébrés divers, toute une communauté dans quelques hectares. Les petits théropodes de la plaine côtière occupaient chaque niche écologique imaginable. Chasseurs d'insectes, de petits vertébrés, cette diversité de stratégies alimentaires était le produit de l'abondance côtière. Troodon chassait à la tombée du jour. Ses grands yeux, adaptés à la lumière faible, lui permettaient d'exploiter la niche nocturne de la dense forêt côtière campanienne. Une adaptation précise à un habitat précis. Un estuaire campanien au pic de son activité. Aucun écosystème sur Terre, aujourd'hui, ne peut rivaliser avec la diversité et la productivité de ces zones de rencontre entre la mer et la plaine laramidienne. La Western Interior Seaway n'était pas seulement une barrière. Pour certaines espèces capables de traverser les eaux peu profondes, elle était aussi une route de dispersion qui reliait les deux rives de temps en temps. Ces deux empreintes, dans la même couche de sédiments, l'une de dinosaures terrestres et l'autre de reptiles marins, racontent l'histoire d'une frontière vivante. La zone où deux mondes se touchaient chaque jour. Avec le recul de la mer, les hadrosaures maastrichtiens s'aventuraient vers l'intérieur des terres. Ces déplacements forcés les menaient dans des habitats nouveaux, plus secs et plus accidentés, où ils devaient s'adapter. Les hadrosaures maastrichtiens élargissaient leur régime alimentaire. Moins de végétation côtière disponible, ils se tournaient vers des plantes plus coriaces de l'intérieur. Leur dentition complexe leur donnait cet avantage. Ces Edmontosaurus maastrichtiens paissent dans une plaine qui ressemblerait à une steppe semi-aride à nos yeux. Leurs ancêtres campaniens vivaient dans des forêts côtières luxuriantes. Le monde avait changé radicalement. Triceratops prospéra là où d'autres déclinèrent. Sa relative tolérance à des conditions variées, son alimentation peu sélective, sa robustesse physiologique en faisaient le généraliste dont le monde maastrichtien avait besoin. La leçon de la régression est celle du généraliste contre le spécialiste. Les espèces ultra adaptées à la plaine côtière campanienne disparaissaient d'abord. Les généralistes résistaient plus longtemps. Le T-Rex était le seul grand prédateur de son écosystème. Là où le campanien en avait plusieurs, le maastrichtien n'en avait qu'un. Ce monopole de prédation reflétait l'appauvrissement général d'un écosystème en déclin. Les petits mammifères du Crétacé vivaient dans les interstices de l'écosystème des dinosaures. Nocturnes, omnivores, capables de creuser des terriers. Ces qualités, en apparence modestes,
allait s'avérer décisive. Un grand dinosaure herbivore avait besoin de centaines de kilomètres carrés pour se nourrir. Un petit mammifère s'en sortait avec quelques hectares. Cette différence de besoins spatiaux allait peser lourd dans la balance. Après un incendie de forêt, les mammifères et les petits oiseaux revenaient les premiers. Les grands dinosaures mettaient plus de temps à récupérer. Cette différence de résilience au choc écologique. Les crocodiliens du Crétacé sont parmi les survivants les plus remarquables de l'histoire de la vie. Leur succès tenait à quelques caractéristiques simples: alimentation généraliste, métabolisme lent, vie semi-aquatique. Les grands dinosaures étaient des stratèges K. Peu de petits, développement lent, forte dépendance à la qualité de l'habitat. Cette stratégie reproductive était magnifique par temps favorable. Elle devenait un piège par temps difficile. Un terrain de nidification campagnen avec ses dizaines d'espèces d'œufs est un témoignage de la santé de l'écosystème. Chaque espèce avait son rituel, son timing, sa stratégie. La diversité reproductive, reflet d'une vie abondante. Un œuf de dinosaure renfermait plusieurs semaines de développement embryonnaire. Pendant ce temps, la température du nid, l'humidité, la sécurité du site devaient rester stables. La stabilité de l'habitat était une condition de reproduction. Les modèles de viabilité des populations appliqués aux dinosaures maastrichtiens sont sans appel. En dessous d'un certain seuil de surface d'habitat, les populations ne peuvent pas se maintenir. La régression enfonçait ce seuil. Imaginez la même plaine campanienne et maastrichtienne, même surface, mais 20% de genre en moins. Les fantômes des espèces absentes hantent le paysage. L'écosystème fonctionnait, mais à vide. La compétition intraspécifique s'intensifiait à mesure que l'habitat rétrécissait. Des hadrosaures se disputaient des ressources que leurs ancêtres avaient en abondance. Le stress comportemental d'une espèce en difficulté. Les ornithomimosaures, ces dinosaures rapides aux allures d'autruche, passèrent mieux que d'autres les difficultés maastrichtiennes. Leur mobilité et leur régime alimentaire varié en faisaient des généralistes efficaces. Les grands troupeaux d'hadrosaures étaient des ingénieurs de leur écosystème. En broutant, en piétinant, en déféquant, ils façonnaient la végétation et les sols. Leur déclin transformait le paysage en profondeur. Un paysage maastrichtien, sans ces grands troupeaux d'hadrosaures, était structurellement différent. La végétation plus dense, les rivières moins perturbées, le sol moins fertilisé, la disparition d'un acteur clé changeait tout. Les pachycéphalosaures sur les hauteurs maastrichtiennes témoignent d'un changement de niche. Ces dinosaures à dôme osseux occupaient maintenant des habitats plus accidentés, délaissés par les grands herbivores. La génétique des populations maastrichtiennes portait les stigmates de la fragmentation, des signes d'appauvrissement génétique dans les structures osseuses fossiles, indice d'une consanguinité croissante dans des populations réduites. L'écosystème maastrichtien fonctionnait encore. C'était encore un monde extraordinaire de diversité comparé à n'importe quel écosystème actuel. Mais comparé à lui-même d'autrefois, il était en récession. Ce T-Rex au bord de la forêt, regardant la plaine ouverte, et peut être le symbole de son époque. L'apex prédateur d'un monde en déclin, magnifique et puissant, mais fragile d'une fragilité qu'il ne pouvait pas voir. Si le niveau de la mer était resté au niveau campagnen, les dinosaures seraient-ils encore là? Les modèles évolutifs suggèrent que oui. La régression maastrichtienne était peut être la condition nécessaire à leur extinction. Les oiseaux crétacés de la côte maastrichtienne ne le savaient pas, mais leur position écologique allait les sauver. Plus petits, omnivores, capables de manger des graines et de survivre dans des habitats dégradés. Les dinosaures faisaient ce que toute espèce fait. Ils survivaient, ils s'adaptaient, ils persistaient. Mais l'adaptation a des limites. Et ces limites, la régression marine les avait déjà testées. L'astéroïde allait les franchir. Le parc provincial des dinosaures, en Alberta. Ces Badlands, creusés par l'érosion, sont l'une des fenêtres les plus précieuses que nous ayons sur le monde campagnen. La Terre garde ses secrets, mais ici, elle parle. Chaque coup de pinceau est une question posée à l'histoire. Ce crâne de hadrosaure qui émerge de la roche rouge contenait un cerveau, des pensées, des instincts. Il y a 75 millions d'années, il était vivant. La formation Hell Creek s'étend sur des centaines de kilomètres au Montana.
Ces roches rouges et grises contiennent les derniers témoignages d'un monde à quelques millénaires de la catastrophe finale. Cette dent de T-Rex dans la roche n'est pas qu'un fossile. C'est la preuve qu'un prédateur de 6 tonnes a vécu ici, a chassé ici, a régné ici. Elle touche le passé d'une manière que nulle reconstitution ne peut égaler. Un squelette articulé de hadrosaures en position de mort. Chaque os à sa place, racontant les derniers moments d'un animal qui vivait, respirait, faisait partie d'un écosystème complet il y a 75 millions d'années. La fossilisation est un miracle statistique. Sur des milliers d'animaux qui mouraient, un seul devenait fossile. Sur des milliers de fossiles formés, un seul survivait intact jusqu'à notre époque. Ce que nous trouvons est extraordinaire. Ces anneaux de croissance dans l'os du dinosaure sont identiques à ceux d'un arbre. Chaque anneau, une année de vie. Cette technique d'histologie osseuse nous révèle l'âge et la physiologie des animaux disparus. Quoi ? C'est dans cette formation du Montana que Jack Horner découvrit les preuves du comportement parental des Maiasaura. Une révolution dans notre compréhension des dinosaures, née de quelques centimètres de roche. Ces dépressions circulaires dans la roche sont les moules de nids de Maiasaura, quelques 200 nids sur ce seul site. Une colonie de nidification intacte, préservée pendant 80 millions d'années dans la pierre. Le scanner CT révèle l'intérieur du fossile sans le détruire. Des structures internes que personne n'a jamais vues se révèlent sur l'écran. La paléontologie du XXIe siècle ressemble à de la médecine du passé. La reconstitution numérique du crâne de dinosaure tourne lentement sur l'écran. Sinus, canaux auditifs, lobes cérébraux, tout est lisible. Nous pouvons désormais diagnostiquer un animal mort depuis 65 millions d'années. La formation Judith River dans le Montana est une archive paléontologique exceptionnelle du Campanien. Ces roches colorées ont préservé un écosystème entier, caillou par caillou, os par os, pendant des dizaines de millions d'années. Ces empreintes de théropodes dans la roche nous permettent de recalculer la vitesse de l'animal, sa taille, son poids. La piste fossilisée est une biographie locomotrice inscrite dans la boue d'un marais crétacé. La corrélation stratigraphique est l'art de lire le temps dans les roches. En reliant les positions des fossiles aux données marines de datation, les paléontologues reconstruisent le calendrier précis du déclin des dinosaures. Egg Mountain dans le Montana est un site unique au monde. Ces dizaines de zones de nidification préservées côte à côte ont transformé notre compréhension du comportement social et parental des dinosaures. Au microscope électronique, la coquille d'un œuf de dinosaure révèle sa microstructure cristalline, Zemen. Ces prismes de calcite ont 75 millions d'années. Leur géométrie parfaite témoigne de la biologie de leur créatrice, la formation de Nemegd dans le désert de Gobi mongol. Ce paysage aride cache l'une des faunes maastrichtiennes les mieux préservées d'Asie. Les dinosaures asiatiques nous racontent leur propre version de la fin du Crétacé. Fouiller dans la chaleur du Gobi, c'est communier avec une autre époque. Ces ossements n'ont pas été touchés depuis leur mort. Le paléontologue est le premier être vivant à les voir depuis 66 millions d'années. Cette carte mondiale des sites fossiles campaniens et maastrichtiens, croisée avec les données de niveau marin, confirme une corrélation frappante. Les plus riches gisements coïncident avec les zones de haute transgression marine. Les ammonites marines permettent de dater avec précision les couches qui les contiennent. En corrélant ces niveaux avec les fossiles de dinosaures, les géologues construisent le calendrier fin de leur évolution et de leur déclin. Descendre dans la vallée de Drumheller en Alberta, c'est voyager dans le temps. Chaque mètre de descente représente des milliers d'années. Les dinosaures du fond de la vallée sont plus anciens que ceux du bord du plateau. Les méthodes bayésiennes appliquées à la paléontologie permettent de corriger les biais du registre fossile. En tenant compte des lacunes inévitables, ces analyses révèlent la vraie courbe de diversité des dinosaures à travers le temps. Cette impression de peau de hadrosaure dans le grès est un cadeau extraordinaire de la fossilisation. La texture de l'animal vivant, ses écailles, ses plis cutanés, tout est là, intact, après 80 millions d'années. Le bassin de San Juan, au Nouveau-Mexique, préserve certains des tout derniers dinosaures non aviens d'Amérique du Nord.
Ces roches colorées sont les pages finales du grand livre des dinosaures continentaux. La rareté apparente des dinosaures maastrichtiens dans les fossiles n'est peut être qu'un artefact. Moins de bassins sédimentaires côtiers signifie moins de fossilisation, pas nécessairement moins d'animaux, un biais que les paléontologues apprennent à corriger. Le spectromètre de masse analyse les isotopes de l'os fossilisé. Ces ratios chimiques, figés dans la roche depuis des millions d'années, nous disent ce que mangeait l'animal, où il vivait, quelle saison il a connue. La formation Lance dans le Wyoming est l'une des archives les plus proches de la limite KPG. Ces roches contiennent les derniers chapitres d'une histoire qui s'achèverait bientôt dans la violence cosmique. Cette fine couche d'argile sombre, riche en iridium, est la cicatrice géologique de l'impact de Chicxulub. Un métal rare sur Terre, mais commun dans les astéroïdes. La carte de visite de la catastrophe finale. La colonne stratigraphique du Campanien au Paléocène est une biographie de la Terre. Chaque couche raconte une époque, une faune, un niveau marin. Lire cette colonne, c'est lire l'histoire complète du déclin des dinosaures. Ces paléontologues travaillent exactement à la limite entre le Crétacé et le Paléocène. En dessous d'eux, les dinosaures. Au-dessus, plus rien. Entre les deux, une fine ligne d'argile et la mémoire d'une catastrophe planétaire. La modélisation de niches écologiques combine des données fossiles avec des reconstructions paléoclimatiques. Cette approche quantitative permet de cartographier les habitats potentiels des dinosaures à travers le temps. Ce nouveau cératopsidé qui émerge de la roche n'avait pas de nom il y a encore une heure. Maintenant, il en a un. Une place dans l'arbre du vivant et une histoire à raconter sur l'isolement géographique et l'évolution. Dans un laboratoire de préparation, plusieurs techniciens travaillent sur différents spécimens simultanément. Chaque fossile en cours de dégagement est une fenêtre qui s'ouvre sur un monde perdu. L'analyse phylogénétique informatisée traite des milliers de caractères morphologiques simultanément. Ces algorithmes reconstruisent les relations entre espèces fossiles avec une précision que les méthodes manuelles ne pouvaient pas atteindre. Ce crâne de hadrosaure campanien, conservé dans une collection muséale depuis des décennies, révèle encore des informations nouvelles à chaque nouvelle technique d'analyse. Les fossiles ne cessent jamais de parler. Un site de fouilles de grande ampleur est une opération logistique complexe. Des dizaines de personnes documentent méticuleusement chaque os dans son contexte avant de le retirer. Le contexte est aussi précieux que le fossile lui-même. Un lit d'ossements fossilisés est le testament d'une mort collective. Sécheresse, inondations, épidémies, ces catastrophes locales, fossilisées dans la roche, nous révèlent les vulnérabilités des écosystèmes dinosauriens. À l'intérieur d'un bloc de roche crétacé apparemment banal, un microscanner révèle le crâne complet d'un petit mammifère. Ces archives cachées de l'ère des dinosaures nous rappellent que nous étions déjà là, petits et discrets. La formation Pineda, en Espagne, révèle les titanosaures de l'archipel crétacé européen. Ces géants insulaires, réduits par l'isolement, complètent le tableau global de l'impact de la mer sur l'évolution des dinosaures. Les isotopes d'oxygène dans les coquilles fossiles enregistrent la température de l'eau ancienne avec une précision remarquable. Ces données chimiques sont le thermomètre du Crétacé, gravé dans la roche pour l'éternité. Ce grain de pollen fossilisé dans la roche crétacée nous dit quelle plante fleurissait ici il y a 75 millions d'années. La palynologie reconstitue le décor végétal dans lequel vivaient les dinosaures. Les trappes du Décan dans l'Inde moderne sont les vestiges solidifiés de l'une des plus grandes éruptions de l'histoire. Ces falaises de basalte de 2 km d'épaisseur racontent le deuxième grand stresseur de la fin du Crétacé. La datation uranium-plomb des zircons dans les cendres volcaniques permet de dater les fossiles avec une précision de quelques dizaines de milliers d'années sur des durées de dizaines de millions d'années. Une prouesse analytique. Cette fracture guérie dans le fémur du dinosaure nous dit que cet animal a survécu à une blessure grave. Il a vécu, souffert, récupéré. La paléopathologie humanise des créatures que l'on perçoit souvent comme abstraites. Du Kazakhstan à la Mongolie en passant par la Chine, les sites fossilifères crétacés d'Asie complètent le puzzle. L'histoire des dinosaures n'est pas nord-américaine, elle est planétaire.
La comparaison des registres fossiles laramidiens et appalachiens est saisissante. D'un côté, une diversité extraordinaire, de l'autre, une faune appauvrie. La Western Interior Seaway avait tracé une frontière évolutive absolue. Ce géologue pose le doigt exactement sur la limite Crétacé-Paléocène. En dessous, les dinosaures. Au-dessus, leur absence. Ce contact rocheux est la frontière de deux mondes, la fin d'une ère gravée dans la pierre. Le Royal Tyrrell Museum de Drumheller peut être l'endroit du monde où l'on se sent le plus proche des dinosaures. Ces halls remplis de spécimens géants entourent le visiteur d'un monde perdu mais toujours palpable. Les lignées fantômes sont les absences du registre fossile. Des espèces qui devaient exister entre deux fossiles connus, mais que nous n'avons pas encore trouvés. L'histoire incomplète de la vie, telle que nous la lisons. La photogrammétrie numérique permet de créer un modèle tridimensionnel parfait d'un fossile en quelques minutes. Ce jumeau numérique peut être étudié, partagé, imprimé. La démocratisation de la paléontologie. Dans cet ambre maastrichtien, le temps s'est arrêté. Des insectes, des plumes, des fragments végétaux, tout ce que la résine a piégé il y a 66 millions d'années est encore là, intact, suspendu, dans sa prison de sève, fossilisée. La modélisation de niches écologiques appliquées aux dinosaures combine des milliers de points de données fossiles avec des reconstructions paléoclimatiques. Une approche scientifique rigoureuse pour une question vieille de 2 siècles. Les anneaux de croissance dans l'os cortical du dinosaure révèlent son âge exact au moment de sa mort. Cette histologie osseuse nous montre que les grands dinosaures vivaient des décennies, des êtres bien réels, avec une biographie. La Patagonie abrite les restes des derniers titanosaures d'Amérique du Sud. Ces géants de 30 mètres de long vivaient leur propre version de la fin du Crétacé, isolés sur un continent qui n'avait pas encore rejoint le Nord. Des milliers de points sur une carte mondiale. Chaque point, un fossile de dinosaure Crétacé tardif. Ensemble, ils forment la carte la plus précise, jamais dressée, de la distribution géographique d'un groupe animal disparu. Cette peau d'ankylosaure fossilisé révèle chaque détail de son armure vivante. Ces ostéodermes imbriqués, cette texture écailleuse, la nature exacte d'un animal que nous n'aurions jamais pu imaginer sans ce don de la fossilisation. Emballer dans du plâtre un crâne de cératopsidé géant pour le transporter, c'est protéger une irremplaçable archive du passé. Ces gestes du paléontologue de terrain combinent la rigueur scientifique et le soin dédié à un trésor. La Paleobiology Database regroupe des millions de données fossiles mondiales. Cette bibliothèque numérique du passé permet des analyses à une échelle que les générations précédentes de paléontologues n'auraient pas pu imaginer. Cette dent de hadrosaure entre des doigts gantés a 75 millions d'années. Elle a broyé des plantes crétacées, subi l'usure de milliers de repas. Elle est le lien tangible entre notre monde et un autre. À l'aube, les Badlands semblent garder leurs secrets. Mais, dans cette roche rouge et grise, dorment des millions d'histoires. La science les réveille une par une. Notre compréhension du passé n'en est qu'à ses débuts. Ce matin-là, rien ne différenciait de n'importe quel autre matin crétacé. Les troupeaux paissaient, les prédateurs chassaient. Un T-Rex contemplait l'aube depuis sa crête. Le monde fonctionnait. Pour quelques heures encore. Les étoiles s'allumaient sur le dernier ciel crétacé. Parmi elles, un point brillant avançait à une vitesse imperceptible. Dans quelques heures, il ne serait plus un point. Il serait la fin d'un monde. Cet astéroïde voyageait depuis des milliards d'années dans le système solaire. Un rocher de 10 à 12 km de diamètre, silencieux dans le vide, dont la trajectoire allait croiser celle de la Terre au moment le plus improbable. De l'espace, la Terre crétacée était d'une beauté paisible. Le lagon réduit de la Western Interior Seaway brillait au centre du continent. Tout semblait en ordre. Rien n'annonçait ce qui allait suivre dans quelques instants. En entrant dans l'atmosphère, l'astéroïde s'embrasait. Un bolide d'une luminosité aveuglante traversait le ciel du Yucatan à 60 km par seconde. Tout ce qui l'illuminait allait être détruit. L'impact eut lieu à une vitesse et avec une énergie que le cerveau humain peine à concevoir. En quelques secondes,
10 milliards de bombes atomiques libéraient leur énergie dans le golfe du Mexique. La boule de feu de l'impact s'étendait à la vitesse de la lumière. En quelques minutes, un hémisphère de roches vaporisées et de plasma se dilatait depuis le cratère, balayant tout sur des milliers de kilomètres. Le tsunami de Chicxulub n'avait aucun équivalent dans l'histoire de l'humanité. Des vagues de 100, 200, parfois 500 mètres de hauteur, sur les côtes nord-américaines, la mer n'avançait plus avec la lenteur de la transgression géologique. Elle arrivait en muraille, en catastrophe, effaçant en quelques minutes ce que des millions d'années avaient construit. Des éjectats incandescents retombaient du ciel sur des milliers de kilomètres à la ronde. L'atmosphère se réchauffait à des températures incompatibles avec la vie. Le monde prenait feu simultanément sur des continents entiers. Les tectites, ces billes de verre, formées par la roche vaporisée, pleuvaient sur le monde entier. Une pluie de météores retombant de l'espace. Chaque grain une preuve de la violence inouïe de l'impact initial. En quelques heures, des incendies se déclaraient sur tous les continents. Alimentés par la chaleur de l'impact et par les éjectats brûlants, ces feux allaient envoyer des milliards de tonnes de suie dans la stratosphère. En quelques jours, le nuage de suie et de poussière encerclait la planète. La lumière du soleil diminuait, puis disparaissait presque entièrement. La photosynthèse s'arrêtait. La base de la chaîne alimentaire s'effondrait. L'hiver d'impact commençait. Le soleil, filtré par des couches denses d'aérosols stratosphériques, ne chauffait plus. Les températures chutaient de 10, 20, parfois 30 degrés en quelques semaines. La Terre se figeait. Les premiers jours après l'impact, les survivants vivaient dans un cauchemar. Un ciel rouge et noir, des cendres qui tombaient sans fin, des feux à l'horizon. Le monde crétacé mourait sous leurs yeux. Quelques semaines après l'impact, la neige tombait sur ce qui avait été des forêts tropicales. Des espèces qui n'avaient jamais connu le gel voyaient leurs organes vitaux céder face au froid impossible. La courbe de température après l'impact est parmi les plus abruptes de l'histoire de la Terre, des degrés perdus par semaine. Un refroidissement si rapide qu'aucune adaptation évolutive ne pouvait y répondre. Sans lumière, les plantes mouraient. D'abord les feuilles, puis les racines, puis les arbres. Les forêts crétacées qui avaient nourri les grands herbivores pendant des millions d'années se desséchaient en quelques mois. Cet Edmontosaurus marchait encore. Mais il marchait sur un tapis de feuilles mortes, dans un monde qui se taisait autour de lui. Il n'y avait plus rien à manger. Il n'y avait plus de monde pour le nourrir. Les eaux de la Western Interior Seaway, déjà réduites par la régression, étaient désormais sombres et froides. L'acidification commençait. La mer intérieure, déjà mourante, recevait le coup de grâce. Le soufre, libéré par l'impact, se combinait à l'humidité atmosphérique pour former de l'acide sulfurique. Des pluies acides tombaient sur une végétation déjà meurtrie. La double destruction chimique du monde végétal. Des mois après l'impact, le Montana connaissait son premier hiver. Un hiver qui ne ressemblait à rien de ce que ces latitudes avaient jamais connu. Les rivières gelaient. Les sols durcissaient. La vie hibernait ou mourait. Dans un nid de tricératops, des œufs qui ne s'ouvriraient jamais. Le froid avait tué les embryons. Cette génération-là ne verrait pas le jour. Pour certaines espèces, c'était la dernière génération qui aurait pu. La cascade d'extinction suivait une logique froide et inexorable. Les plantes mouraient. Les herbivores affamés mouraient. Les carnivores privés de proie mouraient. L'écosystème se décomposait niveau par niveau. Ces hadrosaures qui survivaient encore quelques semaines après l'impact ne trouvaient plus rien à manger. Leur corps amaigri trahissait l'épuisement de leurs réserves. La fin approchait, tranquillement, irrémédiablement. Le T-Rex de Hell Creek était peu. Être le dernier de son espèce à survivre quelques mois après l'impact. Ce prédateur qui avait dominé son écosystème mourait de faim dans un monde qui n'avait plus rien à lui offrir. L'extinction ne fut pas instantanée. Elle prit des semaines, des mois, peu, être quelques années. Contine par continent, espèce après espèce. Les dinosaures non aviens disparaissaient du monde des vivants. L'ancien territoire de la Western Interior Seaway était méconnaissable. Les tsunamis avaient reconfiguré les côtes. La régression avait changé le paysage. L'impact
avait achevé la transformation. Un monde totalement nouveau. Dans les décombres du monde crétacé, une renaissance silencieuse commençait. Des spores de fougères germaient sur les cendres encore tièdes. Les premiers petits mammifères sortaient de leur terrier. La vie renaissait, dit. Le pic de fougères dans le registre palynologique est l'une des preuves les plus éloquentes de l'extinction KPG. Ces plantes pionnières colonisent toujours les premières, une terre dévastée. Elles l'ont fait il y a 66 millions d'années aussi. Un an après l'impact, le monde commençait à reverdir timidement. Des fougères, des mousses, des premières herbes. Et dans ce décor de pionniers, de petits mammifères et de petits oiseaux reprenaient possession d'une terre transformée. Pourquoi certains ont-ils survécu? La réponse tient en quelques traits. Petite taille, alimentation omnivore, capacité à creuser ou plonger, tolérance au froid et à l'obscurité. Un ensemble de qualités modestes mais décisives. Purgatorius, l'un des premiers primates, explorait prudemment un monde soudainement vidé de ses grands prédateurs reptiliens. Ce petit animal timide allait être l'ancêtre de toute la lignée qui mènerait jusqu'à nous. Le cratère de Chicxulub, aujourd'hui enfoui sous 2 km de roches et de mer des Caraïbes, est la plus grande blessure géologique que la Terre ait reçue dans les derniers 66 millions d'années. La récupération écologique prit 1 million d'années. 1 million d'années de succession écologique, de radiation adaptative, de diversification explosive des survivants. La vie, comme toujours, avait trouvé un chemin. La forêt paléocène qui remplaçait le monde crétacé était sombre et dense. Sans les grands herbivores pour maintenir les clairières, la végétation refermait ses rangs. Un nouveau monde, silencieux et différent. Cette couche d'argile sombre dans la paroi rocheuse peut être la frontière géologique la plus importante de l'histoire récente de la Terre. En dessous, 66 millions d'années de domination des dinosaures. Au-dessus, notre ère. La régression marine avait fragilisé les écosystèmes dinosauriens pendant des millions d'années. L'impact de Chicxulub frappait un patient déjà affaibli. Les deux catastrophes, séparées dans le temps, se complétaient pour une extinction totale. 5 ans après l'impact, le monde cicatrisait. La végétation revenait sur des territoires entiers. Les populations de survivants remontaient. La biosphère, mutilée mais vivante, reprenait son travail d'édification. Les derniers sites fossiles de dinosaures non-aviens sont répartis sur plusieurs continents. Certaines populations peuvent être persistées quelques millénaires après l'impact, dans des refuges favorables. Mais c'était le temps des adieux. Ce dernier Edmontosaurus marchait dans un monde de cendres. Il ne savait pas qu'il était le dernier. Il cherchait simplement à manger, à survivre, comme il l'avait toujours fait. Il n'y parvint pas. La régression maastrichtienne et l'impact de Chicxulub formaient un duo dévastateur. Sans la régression, les dinosaures auraient pu résister à l'impact. Avec elle, ils étaient trop fragiles pour y survivre. Les trappes du Deccan continuaient d'éructer pendant et après l'impact. Ce volcanisme massif libérait du CO2 qui, à terme, réchaufferait à nouveau la planète. Une fenêtre de récupération climatique, mais trop tardive pour les dinosaures. Certains scientifiques pensent que le soufre des trappes du Deccan avait légèrement refroidi la planète avant l'impact, stressant encore les dinosaures. La chronologie des catastrophes importait autant que leur nature. Les oiseaux traversèrent l'extinction comme des fantômes, petits, capables de se cacher, de manger des graines dormantes et des insectes. Leur physiologie à sang chaud les aidait à survivre au froid de l'hiver d'impact. Dans ce tronc creux, un groupe d'oiseaux primitifs attendait que l'horreur passe. Leurs petits corps, réchauffés par leurs plumes, résistaient au froid impossible. Ils étaient les héritiers involontaires d'un monde brisé. L'extinction KPG était un filtre. Elle sélectionnait sans pitié, selon des critères précis. Ceux qui passaient le filtre héritaient d'un monde vide. Ceux qui ne passaient pas rejoignaient les archives de la roche. Les premiers mammifères du Paléocène exploraient un monde d'opportunités sans précédent. Des niches écologiques laissées vides par les dinosaures s'offraient à eux. L'explosion des mammifères commençait. Sans l'extinction KPG, les mammifères seraient restés de petites créatures nocturnes dans l'ombre des dinosaures.
La catastrophe qui détruisit les dinosaures était la condition nécessaire à l'émergence de l'humanité. 100 000 ans après l'impact, la Terre avait retrouvé une forêt, différente, plus dense, plus sombre que la forêt crétacée, mais vivante. Et dans cette forêt, des mammifères et des oiseaux construisaient un monde nouveau. Le cratère de Chicxulub existe toujours sous la péninsule du Yucatan. Ses 200 km de diamètre sont détectables par les anomalies gravitationnelles et par les forages pétroliers. La Terre porte encore la marque du choc. 75% de toutes les espèces vivantes disparurent en quelques années. L'aide. Ce chiffre est à la fois un témoignage de l'ampleur de la catastrophe et un hommage à la résilience du 25% qui survécut. Les mosasaures, les plésiosaures, les ptérosaures, l'extinction KPG ne tua pas que les dinosaures terrestres. Elle réorganisa les océans, les cieux, les terres. Un reboot complet de la biosphère planétaire. Dans ces Badlands du Montana, le temps est palpable. Les fossiles de T. rex sont ici, dans cette terre. Et les humains qui les cherchent aujourd'hui sont les descendants des survivants qui ont hérité de leur monde. Le débat scientifique continue. Quelle part de l'extinction était due à la régression marine préalable? Quelle part à l'impact? Probablement les deux, dans une interaction complexe que nous commençons seulement à quantifier. Ce dernier haut de dinosaures avant la couche d'iridium, et au-dessus, le silence géologique. L'absence de fossiles de non-aviens est aussi parlante que leur présence. L'absence est la preuve de la fin. La Terre, vue de l'espace, aujourd'hui. Des calottes glaciaires, des continents familiers, des mers à leur niveau actuel. Tout ce que les dinosaures ont connu a disparu. Un autre monde a émergé de leurs cendres. Cette corneille sur sa branche regarde le monde avec les yeux d'un dinosaure, car c'en est un. Chaque plume, chaque os creux, chaque écaille sur ses pattes, tout cela vient directement des théropodes crétacés. L'arbre de la vie, avec la limite KPG marquée en rouge, ressemble à une forêt après une tempête, des branches coupées par millions. Mais depuis les troncs survivants, de nouvelles branches poussent, toujours plus nombreuses. L'aube du Paléocène, un monde nouveau commence, timide et silencieux. Les dinosaures sont partis, mais la vie, tenace, créative, irrépressible, continue. L'histoire n'est pas finie, elle commence vraiment. Regardez ce récif corallien aujourd'hui. Regardez sa richesse, sa diversité, sa fragilité. Puis, pensez à la plaine côtière campanienne. La même logique écologique, la même vulnérabilité à la variation du niveau de la mer. Le niveau de la mer monte aujourd'hui au rythme le plus rapide depuis des millénaires. Pas aussi vite qu'au Crétacé, pas encore. Mais la trajectoire est claire, et les conséquences écologiques commencent à se faire sentir. Les mangroves, les marais côtiers, les deltas fluviaux. Ces écosystèmes sont les équivalents modernes de la plaine laramidienne. Et comme elle, ils sont directement menacés par la montée des eaux actuelles. La vitesse de montée du niveau marin actuel diffère du Crétacé, mais la direction est la même. Et les écosystèmes côtiers d'aujourd'hui sont soumis à la même pression que ceux qui nourrissaient les dinosaures. Ces îles du Pacifique qui disparaissent sous les eaux n'ont pas de dinosaures à perdre, elles ont des humains. La transgression marine ne discrimine pas selon les espèces, elle efface les habitats sans distinction. Regardez le golfe du Mexique aujourd'hui. Cette mer peu profonde occupe à peu près la même position que l'extrémité sud de la Western Interior Seaway Crétacé. Le passé géologique est inscrit dans la géographie actuelle. Les hotspots de biodiversité actuels partagent avec la plaine côtière campanienne une même caractéristique, une productivité extraordinaire et une vulnérabilité extrême aux perturbations environnementales. Plus de 10 000 espèces d'oiseaux peuplent notre monde. Chacune d'entre elles est le descendant direct d'un dinosaure théropode qui a survécu à l'une des pires catastrophes de l'histoire de la vie. Le succès évolutif au prix de la survie. Ces os sont identiques. L'un appartient à un oiseau moderne, l'autre à un théropode crétacé. 66 millions d'années séparent ces deux animaux,
mais l'évolution a conservé l'essentiel de leur architecture. La classification moderne est formelle. Les oiseaux sont des dinosaures, pas des descendants de dinosaures, des dinosaures actuels. Le groupe n'est pas éteint. Ils volent, chantent, nidifient dans nos jardins. La péninsule du Yucatan cache, dans ses profondeurs, la cicatrice de l'impact. Ces cenotes, ces trous dans le calcaire, marquent l'anneau de fracture du cratère de Chicxulub. Le sol porte la mémoire de la catastrophe. Ce crocodile dans sa rivière tropicale est presque identique à ses ancêtres crétacés. Sa survie à l'extinction KPG n'était pas un miracle. C'était la logique d'une biologie généraliste dans un monde catastrophé. Nous vivons la 6e extinction de masse. Le taux de disparition des espèces est aujourd'hui 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel de fond. L'histoire des dinosaures nous rappelle que les extinctions massives sont réelles. Les Galapagos sont un laboratoire évolutif moderne. Isolement, spéciation rapide, formes uniques sur chaque île. Le même mécanisme que les bassins laramidiens séparés par la Western Interior Seaway à notre échelle temporelle. L'embayement du Mississippi actuel est le fantôme géographique d'un bras de mer crétacé. La géologie du passé conditionne encore la géographie du présent. Le Crétacé n'est pas si loin. La fragmentation des habitats naturels par les routes, les villes et l'agriculture produit exactement les mêmes effets que la fragmentation campanienne par la mer. Isolement des populations, appauvrissement génétique, extinction locale. Ces Badlands de l'Alberta, à l'heure dorée, semblent dormir. Mais dans chaque couche de roche, des millions d'années d'histoire. La Terre ne jette rien, elle archive tout. Il suffit d'apprendre à lire. Le paléontologue tient un os crétacé. L'écologue tient un animal vivant. Les deux gestes sont identiques. Une espèce curieuse qui tente de comprendre la vie, dans le présent comme dans le passé. Les outils développés pour cartographier les habitats des dinosaures crétacés servent aujourd'hui à prédire les zones d'extinction des espèces menacées. La paléontologie nourrit directement la biologie de la conservation. Le blanchissement des coraux est à nos récifs ce que la transgression marine était à la plaine campanienne. La perte progressive d'un habitat, d'une richesse irremplaçable, sous l'effet d'un changement environnemental global. L'Amazonie actuelle est peut être ce qui se rapproche le plus de la forêt crétacée de l'Aramidie. Même productivité, même biodiversité, même complexité écologique, zoologique et la même vulnérabilité aux perturbations humaines. Les écosystèmes peuvent sembler stables pendant des millions d'années, puis s'effondrer en quelques millénaires. Les dinosaures ont appris cette leçon. Le défi de notre siècle est de ne pas avoir à la réapprendre. Les zones humides côtières actuelles rendent des services écologiques incalculables. Comme la plaine laramidienne pour les dinosaures, elles sont le centre de gravité de la biodiversité terrestre et marine. Dans cet œuf d'oiseau, un dinosaure en devenir. La continuité de la vie sur Terre est stupéfiante. 66 millions d'années de péripéties, de catastrophes et de reconstructions. Et pourtant, la vie continue. Les modèles de montée des eaux actuels utilisent les mêmes équations que ceux développés pour comprendre les transgressions crétacées. La physique de la mer ne change pas selon l'époque. Les enjeux, eux, ont changé. Ces grandes plaines du centre de l'Amérique du Nord étaient un fond de mer il y a 80 millions d'années. L'histoire géologique de chaque paysage est une histoire de transformation radicale et permanente. Cet enfant, émerveillé devant un squelette de dinosaure, incarne quelque chose d'essentiel. Notre espèce est la seule à s'interroger sur son passé, à vouloir comprendre les espèces qui nous ont précédés. Cette curiosité est notre force. La surface d'habitat, la connectivité des populations, la stabilité climatique, ce sont les conditions universelles de la biodiversité. Les dinosaures l'ont appris à leurs dépens. Notre génération doit en tenir compte. Ces fjords de Norvège ou d'Écosse sont formés par le soulèvement tectonique post-glaciaire, le même type de processus qui fit reculer la Western Interior Seaway. La Terre façonne ses paysages selon les mêmes principes depuis toujours. Imaginez la trajectoire de l'astéroïde de Chicxulub visualisée au-dessus du Yucatan d'aujourd'hui. Cette pensée vertigineuse nous rappelle que la catastrophe
n'était pas une fatalité. Elle aurait pu ne jamais arriver. Les cycles de niveau marin à l'échelle tectonique, glaciaire et climatique sont imbriqués. Nous nous situons dans plusieurs de ces cycles simultanément. Comprendre le passé crétacé est essentiel pour situer notre moment présent. Ces jeunes paléontologues apprenant à lire les roches du Crétacé représentent l'avenir de notre compréhension du passé. Ce qu'ils découvriront demain changera notre vision de la relation entre mer et biodiversité. Les génomes des oiseaux modernes portent encore les traces moléculaires des radiations évolutives campaniennes. L'ADN est la mémoire la plus longue qui soit. Ils gardent le souvenir de la Western Interior Seaway. Dans 50 millions d'années, la Méditerranée aura disparu. L'Atlantique se sera élargi. De nouveaux continents et de nouvelles mers intérieures se formeront. De nouveaux dinosaures, êtres, les peupleront. La Méditerranée actuelle est le dernier vestige de la mer de Tétis qui entourait la planète Crétacée. En naviguant sur cette mer, on voyage inconsciemment sur les eaux qui baignaient le monde des dinosaures. L'archipel indonésien est le laboratoire évolutif actuel le plus proche des bassins laramidiens campaniens. L'isolement insulaire y produit encore aujourd'hui des espèces uniques à une vitesse évolutive remarquable. CO2, température, niveau de la mer, ces trois variables étaient liées au Crétacé. Elles le sont toujours aujourd'hui. L'expérience Crétacée est une démonstration à grande échelle de ce que l'augmentation du CO2 fait à la planète. Ce héron debout dans son marais côtier au coucher du soleil incarne 66 millions d'années de continuité évolutive. Il est le vivant, le présent, l'héritier d'un monde perdu, mais pas vraiment disparu. Plus de 10 000 espèces d'oiseaux aujourd'hui contre peu, être 1000 espèces de dinosaures non aviens au Crétacé. La catastrophe KPG a paradoxalement libéré le potentiel évolutif d'une lignée qui allait devenir la plus diverse de tous les vertébrés terrestres. Cette carotte de forage extraite du fond de la mer des Caraïbes traverse la limite KPG en son milieu. En haut, le monde actuel. En bas, le Crétacé. Entre les deux, cette fine couche d'argile qui a tout changé. Autoroutes, villes, champs de blé. La plaine centrale de l'Amérique du Nord recouvre l'ancien fond de la Western Interior Seaway. La civilisation humaine est construite sur les sédiments d'un océan disparu. La transgression montante a divisé les habitats et engendré la diversité. La régression descendante a réduit les habitats et fragilisé les populations. L'impact a achevé un monde déjà ébranlé. 3 actes d'un drame planétaire. Cet océan moderne, vaste et bleu, est le même océan qui existait au Crétacé. Transformé, mais continu. L'eau de mer que vous touchez a peut être baignée les rives de la Laramidie il y a 80 millions d'années. Cette tortue marine dans ces eaux chaudes est une rescapée directe du Crétacé. Sa lignée a traversé l'impact, la régression, les glaciations. Sa présence aujourd'hui est un miracle géologique et évolutif. La paléontologie est une science prédictive. En comprenant comment les extinctions passées se sont produites, nous pouvons modéliser les risques actuels. Les dinosaures sont nos professeurs les plus éloquents. La grande barrière de corail est aujourd'hui ce que la plaine côtière campanienne était pour les dinosaures. Un écosystème d'une richesse unique, fondement d'une biodiversité irremplaçable, menacé par des changements environnementaux globaux. Ces strates alternées de calcaire marin et de grès terrestre dans la paroi du canyon enregistrent des dizaines de cycles de transgression et régression. La mer a monté et descendu ici des dizaines de fois. Elle recommencera. La leçon fondamentale du Crétacé est universelle. Le niveau de la mer n'est pas un décor passif. C'est un acteur majeur de l'évolution des espèces, un sculpteur de biodiversité, un arbitre de la survie. Vu de l'espace, la Terre est une planète océan. L'eau couvre 71% de sa surface. Cette domination de la mer sur la Terre a façonné l'évolution de toutes les espèces depuis l'origine de la vie. L'empreinte du dinosaure à côté de l'empreinte de l'enfant. 2 espèces séparées par 66 millions d'années, mais liées par la même planète, la même histoire géologique, le même défi de la survie. Les projections de montée des eaux pour 2100 et 2300 semblent modestes comparées au Crétacé. Mais les écosystèmes modernes, déjà stressés par d'autres facteurs humains, sont peu être aussi vulnérables que les dinosaures maastrichtiens.
Ces villes côtières inondées lors des tempêtes ne font qu'anticiper ce qui deviendra permanent. L'histoire crétacée nous a montré que la mer n'est jamais définitivement repoussée. Elle revient toujours reprendre ses droits. Les Everglades de Floride sont un écosystème côtier de marais subtropical d'une richesse extraordinaire. Cet habitat, directement menacé par la montée des eaux, nous rappelle ce que perdaient les dinosaures à chaque transgression. Les corridors écologiques de la conservation moderne sont la réponse contemporaine aux problèmes que la Western Interior Seaway posait aux dinosaures. Maintenir la connectivité des habitats pour prévenir l'isolement évolutif. Ces millions d'oiseaux migrateurs survolant les zones humides côtières suivent des routes gravées dans leurs gènes depuis des millénaires. Leur chemin aérien longeait des côtes qui ont elles-mêmes changé 1000 fois de place. L'œil de ce casoar vous regarde avec 66 millions d'années d'histoire derrière lui. Cet animal ne sait pas qu'il est un dinosaure, mais il l'est. Et cette continuité est l'une des choses les plus stupéfiantes de la biologie. 3 actes, une tragédie. La mer qui monte, divise et diversifie. La mer qui descend réduit et fragilise. L'astéroïde achève un monde déjà blessé. Ensemble, ces 3 forces ont mis fin à 104, 20 millions d'années de règne. Cette terre illuminée de nuit par les lumières de notre civilisation est bâtie sur les sédiments crétacés, alimentée par le pétrole formé dans les mers du Crétacé. Nous vivons matériellement dans le monde que les dinosaures ont laissé. De la mer Crétacée à la plaine des dinosaures, de la régression maastrichtienne à l'hiver d'impact, de la renaissance paléocène à notre monde d'aujourd'hui. 100 millions d'années d'histoire, condensées en 70 minutes. Ce moineau qui chante dans les Badlands du Montana est un dinosaure qui a tout traversé. Les mers, les régressions, l'hiver d'impact. 66 millions d'années de transformation. Et il chante. La vie continue. Elle continue toujours.